Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Série, le podcast. Tous les jours, dès 8h du matin, on vous raconte le festival Sérimania de l'intérieur. Je suis Charlotte Bloom d'OCS, avec moi Cédric Melon de Télécaps à Hebdo. Salut Cédric. Salut, salut. Et Guillaume Nicolas d'Allociné. Salut. Bonjour. Bon, on va commencer tout simplement. Qu'est-ce que vous avez vu jusqu'à présent? Ça fait pas non plus 1000 ans qu'on est là, mais qu'est-ce que vous avez vu de chouette? Je commence. Bah ouais, j'ai vu plein de choses chouettes. J'ai vu notamment une série danoise qui s'appelle Brown and Prose. Je crois qu'en Pros and France. cons? Pros and Cons, pardon, excusez-moi. Qui est très très bien. C'est vraiment une très très bonne surprise. Ça m'a fait penser à un film qui s'appelait Family Business. C'est sur des arnaqueurs qui sont obligés de réarnaquer 17 ans après avoir arrêté. C'est un couple. Sauf que maintenant ils ont 2 enfants. Et la comédie intervient de façon très succincte, mais très très bien faite, c'est très rythmé. La musique est géniale et vraiment c'est une très bonne surprise. J'ai vu 2 épisodes absolument géniaux. J'ai très très envie de voir la suite. Cool. Guillaume. Moi, le premier enthousiasme, ça va être La Dernière Vague, série française diffusée sur France 2, enfin qui sera diffusée sur France 2. Un pilote assez intéressant dans l'exploitation du mystère et surtout dans son approche écologique, sur des thèmes écologiques qu'on ne voit pas encore beaucoup à la télévision et encore moins à la télévision française. Et un premier épisode qui met bien en place les personnages, petit manque de rythme au milieu, mais il y a de belles séquences et on sent qu'il y a un travail visuel qui est assez intéressant. C'est cette série de Rodolphe Tissot avec Voilà. une bande de surfeurs qui disparaissent dans les vagues et qui réapparaissent quelques heures plus tard Voilà. De manière mystérieuse, c'est ça? Tout à fait, et un peu changé. Donc, c'est bien parce que ça invoque pas mal de mythologie de séries. On pense à Lost, on pense au 4400, on pense aux Revenants. On pense à pas mal de choses sans que ça phagocyte le résultat. Pour son revenant, 4000. Ouais, ça fait des belles refs. Enfin, j'espère qu'ils ne vont pas se planter sur la fin parce que... C'est toujours le problème, C'est toujours le gros problème avec ces séries un peu concept. Alors l'avantage, c'est que ça dure 6 épisodes de mémoire, ou 8, je sais plus. Donc ça va être relativement court, donc au moins ça va s'étaler, mais voilà, il faut juste espérer que la promesse soit tenue jusqu'à la fin. Je crois que les scénaristes ont retenu des leçons de toutes les catastrophes que se sont pris ceux qui ont raté leur fin. Surtout ce genre de série un peu mystérieuse. Parce que ça donne bien envie, le pitch il donne bien envie en tout cas. Je n'ai pas vu moi encore. Très envie de le voir. Et qui vous avez rencontré jusqu'à présent pour vos médias respectifs? J'ai rencontré Anna Paquin cet après-midi, Ouais. donc pour sa nouvelle série qui n'est pas encore achetée en France, qui est une série anglaise qui s'appelle The Flack, si je ne dis pas de bêtises. C'est plutôt pas mal, et elle était pas très très en forme hier soir, mais là ça va beaucoup mieux. Donc non, elle a repris du poil de la bête et elle était plutôt assez passionnée sur ce qu'elle a raconté, sur son métier de productrice, parce qu'en même temps elle est productrice et comédienne. Et elle parle bien de son rôle. Non, c'est une bonne interview. Je l'ai rencontrée tout à l'heure aussi, j'ai eu l'impression que c'est comme si elle s'était trouvée après je sais pas combien d'années d'acting, parce qu'elle est quand même actrice depuis qu'elle a 11 piges. 27 et ans, comme nous si a-t-elle dit tout à l'heure. Voilà, tu vois, et comme si elle avait enfin trouvé sa voie et sa place en étant pas seulement actrice, mais aussi productrice. Mais je pense que c'est quelque chose... En tout cas, elle a envie de plus en plus s'impliquer, elle a envie de devenir réalisatrice, même si c'est pas tout de suite, elle a envie de devenir... de faire des longs métrages, et maintenant ce qui l'a fait hésiter, c'est que ce qu'elle disait, c'est qu'on a toujours cru qu'elle était capable de faire les choses alors qu'elle s'en sentait pas capable. Et pour la réalisation, elle veut absolument pas commencer par un gros truc. Elle me dit, je voudrais préférer faire un film indépendant et commencer tranquillement parce que ça doit pas être facile. Ouais, tu m'étonnes. Et puis, vu qu'on te met quand même souvent dans une boîte, même toi-même pour t'en sortir tout seul, c'est dur. Hein. Et toi, Guillaume? Moi, j'ai rencontré Lucy Kirkwood donc, de Chimérica, donc l'adaptation de sa propre pièce qui donc mélange journalisme et politique internationale, notamment le conflit un peu entre les États-Unis et la Chine. Et avec sur fond la quête d'un journaliste pour retrouver l'homme, le fameux Tank Man de Tiananmen. La place Tiananmen. Voilà. Ouais. Et on la sent vraiment passionnée par son sujet. Elle est très très enthousiaste sur sa série, mais on la sent vraiment très investie. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup aimé faire. Et notamment le passage effectivement de la pièce, parce que quand elle a écrit la pièce, Trump n'était pas encore au pouvoir. Et depuis, ça change énormément de choses, et notamment il y a tout un rapport sur le journalisme, sur l'éthique dans le journalisme, sur les fameuses post-truths, les post-vérités de Trump et des fake news, et c'est très intéressant. J'ai vu qu'un épisode pour le moment, parce que c'est tout ce qui était disponible, c'est diffusé actuellement. Mais non, vraiment très intéressant, et il y a beaucoup de choses à dire.
Mais à la conférence de presse de Série Mania, il disait que c'était une des tendances qu'ils avaient observées sur les séries qu'ils ont reçues cette année, 450 séries je crois, c'est de revisiter des événements politiques, des événements historiques avec un regard contemporain, donc de pouvoir critiquer la société actuelle en regardant dans le rétroviseur, quoi. Bah là, c'est complètement ça, parce qu'ils se servent d'images en plus d'images d'archives pour bien reconstituer plus des images de fiction, mais c'est bien précisé au début que ça reprend des faits réels et ça reprend aussi de la fiction, parce que toute la quête pour retrouver cette fameuse personne dont on ne sait toujours pas qui c'est aujourd'hui. Non, c'est pourquoi il veut faire ça? Et alors, il veut faire ça parce qu'il a trafiqué. C'est un photoreporter à la base. Il a plus ou moins trafiqué une image, et donc du coup, ça lui est revenu, ça lui est retombé dessus. Et il veut un peu c'est un peu sa rédemption en fait. Ouais, parce que quand il était jeune, il a fait partie des photographes qui ont photographié, fait partie des 7 photographes qui ont photographié le Tankman. Et donc du coup, voilà, il veut un peu se racheter pour. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment enfin, c'est plutôt bien fait. On suit donc les deux époques à un moment donné, la partie Tiananmen, la partie contemporaine. Et non, c'est intéressant. Elle est en compétition internationale, je crois, celle-ci. Tout à fait. Et justement, est-ce que vous avez jeté un petit coup d'œil sur les pitchs et tout ça? Est-ce qu'il y a une série qui vous donne super envie, que vous avez hâte de découvrir? Ou, je sais pas, l'idée de retrouver quelqu'un? Moi, par exemple, je sais que Shane Meadows qui arrive avec une nouvelle série, je suis comme une folle depuis un mois. Est-ce qu'il y a un truc qui vous excite plus? Bah moi, c'est la série Chambers avec Uma Thurman, parce que je me demande ce qu'elle va faire là-dedans. Et puis le pitch est assez intéressant, c'est un mélange de fantastique. Enfin, en tout cas, ça a l'air de tout doucement infuser du fantastique dedans. J'ai vu qu'un épisode et demi pour l'instant. C'est plutôt très 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 bien réalisé. J'étais assez surpris. Et la réal est vraiment très très soignée. Ils ont un chef-op de malade. Et elle joue, waouh. Je l'avais pas vu comme ça depuis Kill Bill, donc. Ah ouais, ça fait quand même un bail. Hein. Elle est incroyable. Bon, on parle beaucoup, enfin on s'émerveille qu'elle soit dans une série, mais en fait elle en a fait d'autres, des séries avant on a tendance à oublier qu'elle était dans Smash, qu'elle était dans la version américaine de The Slap, qui était un remake d'une série australienne. C'est pas une actrice de cinéma qui a boudé la télé, quoi. Pour The Slap c'était une mini-série. Ouais. Là on sent vraiment que ça va... Puis son personnage est assez ambigu. C'est assez difficile de savoir ce qui se passe. Non, c'est très 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 fascinant. D'accord. Je n'ai pas vu d'épisode encore, mais je suis assez intrigué par Chambers également. Notamment, en plus, les premières images dans la bande-annonce de Série Mania, justement, à la soirée d'ouverture, où on voit cette fameuse tempête. C'est le premier épisode. Visuellement, ça m'interpelle parce que il n'y a aucune volonté d'être hyper réaliste. Enfin, on voit vraiment cette couleur rouge qui est quand même très étrange. Mais en fait, pour le coup, c'est très réaliste parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été en Arizona et il se trouve que ça se passe en Arizona avec des tempêtes de sable comme ça, avec ce soleil changeant au moment où ça se couche. Ça fait vraiment cet effet. Cet effet-là, tu as l'impression d'atterrir sur Mars. Et j'étais sur l'autoroute une fois, c'est arrivé. C'est assez impressionnant. Ce qui est bien, c'est que la mise en scène est tellement soignée et détaillée qu'il y a certains détails, je serais triste qu'ils n'aient pas un sens à la fin. Par exemple, je peux le dire parce que je ne sais pas du tout, il y a un rapport avec les ongles, la façon dont sont peints les ongles de la comédienne principale, donc de l'héroïne, qui change selon les humeurs. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai ça dans ma tête et je me dis, mais il s'attarde tellement, mais de façon discrète, mais en même temps, il te le fait remarquer. Je me dis, il y a quelque chose qui va se passer à la fin. C'est très, très intriguant. Moi, waouh, j'ai très, très envie de tout voir là. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la dernière vague, c'est venez pas me vendre des trucs mystérieux pour pas me les expliquer au bout d'un moment. Hein. Je veux dire, dans Twin Peaks ça passe, mais sinon ça suffit. Alors, je veux pas spoiler le premier épisode, mais dès le premier épisode, on te met dans l'ambiance, on comprend ce qui est censé se passer. C'est fantastique, mais il y a quelque chose. Il y a un mystère derrière ça. Enfin, je veux pas vous spoiler, parce que vraiment le premier plaisir, c'est un vrai plaisir. Mais en tout cas, il n'y a pas cette démarche de faut attendre la fin pour savoir ce qui va se passer. Ou quel est le grand secret et si tout ça tient la route. Dès le départ, le fantastique est là. Ça fait penser à du Stephen King. Stephen King, au moment où tu t'en rends plus compte, le fantastique est déjà arrivé depuis quelques pages. Là, c'est pareil. Et un truc aussi qui me rend curieuse, moi, c'est une série russe. Identification, je n'ai jamais vu de série russe. Vous en avez déjà vu ? Oui, ils ont diffusé une il y a 4 ans. C'était l'édition encore parisienne, ce qui était un peu le Mad Men russe, entre guillemets. C'était présenté comme ça, et c'était le dégel, non? Le gel Et je me demande si j'ai pas vu... Alors, peut-être que je vais dire une bêtise, mais j'ai vu une série russe... L'année dernière aussi. Où c'était en fait une espèce de jeu à la Love Story qui se passait en campagne, et les mecs se faisaient dessouder un par un. Comment ça s'appelait?
C'était un slasher, quoi. En fait, à l'intérieur des candidats, comme koh par exemple, il y a un mec qui flingue tout le monde. Et ça se passait en Russie. Ils voulaient pas arrêter l'émission, et les mecs étaient en autarcie, ils se filmaient, ils peuvent pas être secourus. Oh, oui. Ça me donne trop envie. Si, mais c'était il y a c'est une sorte de Harper's Island. C'est bien un truc russe, je suis pas fou. Je crois. Ah là, c'est comment pas ça s'appelle Sibéria, c'est pas quelque chose comme ça. C'est peut-être ça. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais cherchez, je me ferai engueuler après ou pas. Ouais, on retrouvera et je dirai demain ce que c'était. C'est très bien. Je pense que c'est pour ceux que ça rend curieux. Et non, l'année dernière, il y avait aussi une série russe sur une sorte de soprano un peu au féminin. C'est une matriarche qui gère qui est fleuriste et puis qu'en même temps a une compagnie de proxénétisme, ce qui faisait penser un peu à Girlfriend Experience, un peu dans ce style-là. Mais oui, c'est vrai. Comme quoi, hein, on oublie d'une année sur l'autre, on en voit tellement des séries. Ben moi, je vous disais, la seule qui me fait trop, qui m'excite vraiment beaucoup, c'est The Virtues, la nouvelle série de Shane Meadows qui avait fait This Is England et qui est un des mecs qui me fait le plus pleurer sur Terre et qui là raconte la tentative de rédemption d'un homme alcoolique qui va essayer de déterrer ses secrets d'enfance, des trucs qu'il a enfouis sous l'alcool justement et qui sont en train de lui remonter. Et c'est Stephen Graham qui tient le rôle principal. Et putain, mais cet acteur, mais il est trop rare en fait. Il ferait n'importe quoi, je regarderais. Je me souviens de Boardwalk Empire, au bout d'un moment je m'étais dit j'arrête de regarder parce qu'en fait, lui il incarnait Al Capone et puis on le montre pas assez, ça m'énerve, c'est du gâchis. Donc je me sens trahi, je lâche l'affaire quoi. Alors le jury qui va devoir départager toutes ces séries cette année, c'est Martin Oxon, Juliana Margulies, Delphine de Vigan, Thomas Lilti, Pods et, il m'en manque une, Audrey Fleurot. Et Audrey Fleurot. Vous en pensez quoi de la constitution de ce jury ? Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Il y a une certaine homogénéité là-dedans. Ouais. Il n'y a que des gens qui ont du talent. Et dans des domaines différents, acteurs, actrices, scénaristes. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Non, c'est assez intéressant. Enfin, personnellement, je trouve intéressant. J'ai envie d'aller voir ce qu'ils vont me recommander. J'aimerais bien entendre leur débat, moi. Ouais, comme toujours. Ouais. Bah ça. Mais non, ouais, en plus, j'aime bien parce que ce sont des gens qui ont fait à la fois des succès populaires et des choses plus pointues. Ouais. Ils ont pas, on sent pas, on voit pas la balance pencher d'un côté ou de l'autre. On a une sorte d'équilibre comme ça. C'est vrai. Parce que même Martin Oxon, qui a fait aussi bien Buffy que Sharp Object, qui est d'un côté un truc très pop et de l'autre quelque chose qui est très pesant et très exigeant. Ouais. Ça incarne bien, je crois, justement cette façon de jouer. De jouer avec les styles, avec les styles de chacun. Donc, c'est fou quand même d'être capable de faire Buffy et Sharp Object. Et au quand milieu, même un grand écart. Oui, non, mais c'est un grand écart hallucinant. Mais elle a une carrière hallucinante. Tu mets bout à bout tout ce qu'elle a fait et la puissance de ses personnages. Et ce qui est fou, c'est que tu as l'impression que le meilleur est à venir encore avec elle. Le dernier plan de Sharp Object, je m'en suis pas remis. Le post-générique ? Non, le tout dernier plan. Je le dis pas là. Mais... Don't tell mama. Exactement. Je vois très bien, oui. Je suis vache, j'ai rien dit, ça veut rien dire là comme ça. Il n'y a pas d'image. Et puis c'était l'année dernière, Sharp Object. Hein, c'est vrai, voit quand même pas. D'ailleurs, Martin Oxon en masterclass lundi à 17h ou en tout cas dans l'après-midi, un truc comme ça. Pour finir, j'aimerais bien savoir, c'est quoi votre plus beau souvenir de Série Mania jusqu'à présent ? Une série que vous avez découverte ici et qui vous a habité, dont vous vous souvenez encore ? Que vous êtes allé chercher après, parce qu'on regarde 2 épisodes et puis des fois, il faut attendre 1 an pour voir la suite. C'est assez frustrant. Bah moi, pour être très honnête, c'est pas une série que j'ai découverte parce que je la connaissais avant, mais c'est une rencontre que j'ai faite grâce à Série Mania. C'est Vince Gilligan. En plus, c'est pas la première fois que je le voyais, et c'était encore la diffusion de Breaking Bad, dans Vince Gilligan, pardon, qui est le showrunner de Breaking Bad. Et au fur et à mesure, comme je le rencontrais très régulièrement, il a commencé un peu à lâcher des trucs. Et c'était vraiment très très sympa. Et je me rappelle très très bien, on a fait ça, c'était à l'époque au Forum des Images, au Hall à Paris. Et la personne qui est venue après était bloquée dans le métro, donc j'ai pu avoir 3 quarts d'heure, c'était génial. Oh la chance! Voilà, donc c'était top. Oh, merci le métro quoi. C'est clair, pour une fois. Guillaume? Moi, c'est une série française en fait, qui était diffusée en une traite, c'était Au-delà des murs de Marc Herpault et d'Hervé Marc, parce que je suis très fan de leur travail et cette mini-série avait une sorte d'équivalent d'un espèce de best-of, ou vraiment le projet de fin d'études, où on sentait que tout ce qu'ils avaient fait auparavant était concentré dans un même endroit, avec un récit très allégorique, qui racontait pas grand-chose, mais qui fonctionnait vraiment que par symbole. Et de les voir en plus après expliquer leur schéma, les influences, pensez à Silent Hill par exemple, c'était vraiment très très intéressant.
Putain, mais l'esthétique de Silent Hill, c'est marrant comme tu la sens très vite. Ah, mais tout de suite, dès qu'elle commence à gratter le mur, ça y est, tu sais que c'est là, quoi. C'est ça, c'est le papier peint, c'est un des symboles de Silent Hill. Mais ils ont réussi à faire ce qu'avait pas, à mon sens, réussi à faire le film de Christophe. Parce que c'était une série ? Non, parce que je pense qu'ils ont trouvé le moyen de... le problème du Silent Hill de... Comment il s'appelle ? De Christophe Gans, c'est que le film faisait pas peur. C'est quand même emmerdant pour le jeu de film d'horreur qui fait le plus peur, enfin à mon sens. Donc là, je trouve que, je te rejoins tout à fait dans ce qu'ils ont fait en delà de l'humour, ils ont réussi à te foutre la trouille. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais on adore flipper. Hein. On adore ça. Du moment que c'est devant la télé. Oui, ouais, exactement. Ben moi, très clairement, mon plus grand souvenir série, je crois que c'est un des plus grands chocs que j'ai eu depuis l'existence de Série Mania, c'était l'année dernière, comme quoi c'est frais. C'était El Miracolo, et je me souviens, entre les 2 épisodes, d'être restée mais bouche bée, mais vraiment littéralement, physiquement. J'étais assise à côté de Benoît Lagan, qui a dû dire « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Et j'étais bouche bée devant l'écran, tétanisée, et quand le 2e épisode s'est terminé, j'étais malade, genre mais non, ce n'est pas possible. Et des mois plus tard, quand on a vu la série... bah, ça valait le coup d'attendre et je pense que, en tout cas pour le moment, 2019, c'est toujours ma série préférée de l'année. Ouais, c'était Arte. Et c'était une découverte incroyable. Mais elle m'a habité la nuit, tu vois. La série, j'y repensais, quoi. Je repensais aux images, je repensais à l'esthétique chrétienne et c'était tellement beau. Non, mais puis l'approche était vachement originale. Et surtout, ils avaient construit des personnages qui étaient tous denses, habités. Enfin, c'était un vrai univers dans lequel on insérait quelque chose tout d'un coup, c'était vachement bien. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup que beaucoup des séries qu'on regarde sont soit adaptées d'un film, soit adaptées d'un roman, et on cherche encore les auteurs qui arrivent à sortir une histoire, à construire une histoire. Et en plus, lui, c'est un grand écrivain italien, Niccolo Amaniti, mais c'était la première série qu'il écrivait, et il a réussi effectivement à nous plonger dans un univers et à le respecter jusqu'au bout. Ce qui est très très rare. Oui, surtout aussi inédit en fait, parce qu'on va même pas y chercher des références en fait. Non. Ça arrive d'un bloc, ça parle de lui-même, il n'y a pas besoin d'aller chercher s'il a piqué à droite ou à gauche, le truc est là quoi. Belle série. Ouais. Original. Intense. Cédric Guillaume, merci beaucoup. On se retrouve tous les matins à 8h, c'est super tôt. D'ailleurs, je pense que je serai encore en train de dormir, mais en tout cas, ça peut accompagner les petits déjeuners pour raconter Série Mania. Bonne journée à tous. Bonne journée.